Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez le sommaire de ce journal. Sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde, c'est l'objectif de la journée mondiale consacrée à cette pathologie, une occasion pour sensibiliser à la prévention ou la stratégie pour minimiser ses impacts. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Et puis la traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socio-culturel entre l'Afrique et l'Occident. Une enseignante d'histoire nous en parle dans ce journal. Merci de votre fidélité. Le continent africain est à l'honneur ce 25 mai. La communauté internationale marque un arrêt pour célébrer la journée mondiale de l'Afrique à travers tout le continent. La journée de l'Afrique commémore la création en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'Organisation de l'Unité africaine OUA à laquelle a succédé l'Union africaine UA en 2002. La journée de l'Afrique a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idéal d'union du continent. Une union qui justement reste la meilleure arme pour contrer l'ennemi du moment, le coronavirus. Et puis le 25 mai, c'est également la journée mondiale de la thyroïde. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public au dysfonctionnement de la thyroïde. Cette infection potentiellement mortelle atteint plus de 20 millions de personnes dans le monde. Comment prévenir les troubles thyroïdiens? Un reportage de Fleurel Adjovi présenté par Patrick Adjagbodjou. Le 25 mai de chaque année, la communauté internationale se mobilise pour faire connaître les troubles de la thyroïde et informer la population sur ce qu'il faut faire pour les prévenir ou pour minimiser leurs impacts. C'est à travers la célébration de la Journée mondiale de la thyroïde. La thyroïde est un organe qui produit des hormones essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Il a une forme de papillon, est situé en face de la trachée artère, juste sous la peau. La thyroïde est encore appelée le nodule thyroïdien. Le manque d'hormones thyroïdiennes dans l'organisme humain provoque l'hypothyroïdie. Lorsqu'il y a surproduction d'hormones par la glande en forme de papillon, on parle de l'hyperthyroïdie. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est bien à une maladie qu'il faut faire face. La maladie de la thyroïde touche les hommes et les femmes. La majorité des personnes touchées par cette infection ne le savent pas. Ne pas la diagnostiquer à temps peut entraîner des problèmes plus graves tels que la maladie cardiovasculaire, l'ostéoporose et l'infertilité. Dans la grande majorité des cas, la maladie passe inaperçue et ne provoque aucun symptôme particulier. D'origine multiple, sa survenue peut être favorisée par plusieurs facteurs. Le sexe, il touche particulièrement les femmes. L'âge, il est plus fréquent lorsque l'âge augmente. Les grossesses, les femmes sans enfants présentent 3 fois moins de nodules. Le surpoids, une alimentation carencée en iode, des antécédents familiaux de maladies de la thyroïde. Et la liste n'est pas exhaustive. Seul un examen physique permet de détecter le cancer de la thyroïde. Faire son bilan de santé périodique permet de prévenir le mal et surtout de l'éviter. Je l'annonçais dans les titres, en matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel
Pour réussir ces recettes, cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain et comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Junis Setondi et Perspective Tossa pour plus de précisions. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Selon les historiens, la pratique de l'esclavage a eu d'énormes impacts sur l'Afrique. Dodi Kossi Miseon est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique et il est au micro de René Arossi et Stanislas Limpon. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact
n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Du Bénin, préparatif de la reprise des cours le 2 juin prochain au Sénégal. Le gouvernement réceptionne un don de 350 kits de lave-mains et un lot de masques. Il s'agit d'un geste du groupe des Amis de l'alimentation scolaire au Sénégal. Le reportage est signé Badisek et Pape Koli. Le lavage des mains avec du savon est une des mesures barrières les plus importantes dans la lutte contre la COVID-19. C'est dans cette logique que le groupe des Amis de l'alimentation scolaire GAS et ses partenaires remettent symboliquement ces kits lavement. Au total, ils seront 350 kits lave-mains et 200 masques pour appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans la lutte contre la COVID-19. L'éducation est une responsabilité de tout le monde. L'État, pas le seul acteur, et initie des politiques. Tout le monde dans la société doit y contribuer, y apporter du sien. Cette contribution elle est symbolique, mais cela va au-delà même du Covid. Ça touche l'éducation, ça touche le cœur de l'enseignement. Nous avons 305 livrables aujourd'hui, mais nous souhaitons aller vers les 516 écoles du ministère de l'Éducation nationale, supportées par le PAM dans le cadre de la politique nationale des cantines scolaires. Nous allons y travailler. Ce geste citoyen constitue un véritable coup de pouce pour le ministère de l'Éducation nationale. Une participation extrêmement importante pour nous. Non seulement il y a tout ce qu'il faut, vous l'avez vu, un bon design, accessible, maniable, facile également à entretenir et à mettre en œuvre. Vraiment, je tenais à remercier vous et vos partenaires pour dire que peut-être même que votre modèle, ce modèle que nous voyons là, peut-être pourrait servir de modèle au niveau national. Le ministre de l'Éducation nationale a rassuré la communauté éducative que la reprise des cours se fera dans le respect des mesures édictées. Aujourd'hui, ils viennent donc d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale, donc le Sénégal en réalité, pour participer donc à cette décision du président de la République qui a décidé que le 2, Inch'Allah, le 2 juin, que les cours pour les classes d'examen reprennent. Dans son élan de solidarité, le groupe des Amis de l'alimentation scolaire compte mobiliser plusieurs partenaires autour de l'école pour trouver des solutions durables aux problèmes d'eau. L'Américain Cargill, représenté au Cameroun par Telka Coco, va mettre en place un système de traçabilité complète de sa chaîne d'approvisionnement direct en cacao de la plantation à l'usine. Dans son rapport 2018-2019, la firme indique qu'il va implanter cette traçabilité à travers des systèmes de gestion des coopératives au Cameroun. À terme, la traçabilité des fèves de cacao de l'exploitation à l'usine devrait être assurée à 100% en 2030. En attendant, le processus est déjà mis en place en Côte d'Ivoire où 77 320 planteurs sont désormais inclus dans des systèmes numériques de gestion des coopératives. Jusqu'ici, ces systèmes ont permis de suivre 151 190 tonnes de fèves de cacao. Ils fournissent une interface numérique aux coopératives afin qu'elles puissent suivre les fèves de cacao jusqu'au niveau de l'exploitation et gérer les informations sur les stocks, les coûts et les prêts en cours. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.